Indépendante, par le truchement de son président Abbé Malou Malou, a présenté ce samedi 6 juin 2014 le rapport annuel des activités de cette institution d'appui à la démocratie. Ontena, le journal, Eric Boulamoussi. Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les propos tenus récemment par le représentant des États-Unis dans la région de Grand Lac sur le calendrier publié par la CENI et le respect de la Constitution en République démocratique du Congo continuent à susciter des réactions de la part des animateurs des institutions de la République démocratique du Congo. C'est samedi 7 juin. C'est le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga qui a abordé la question au cours d'un point de presse qu'il a tenu dans son cabinet de travail. Il est également revenu sur le désarmement volontaire des FDLR. Reportage d'Alain Kyuka et Blaise Lunda. Lambert Mende, qui revient fraîchement de Goma et Kanyabayonga, a affirmé s'être rendu compte que le stock d'armes et de munitions déposés volontairement par une centaine de FDLR dépassait de loin le ratio habituel d'une compagnie normale, même dans une force régulière. Pour faire l'économie des vies humaines, a-t-il souligné, le chef de l'État, Joseph Kabila, a pris souverainement l'option de donner une chance à cette offre de désarmement volontaire. Justement, la souveraineté de la RDC a été également brandie quand le porte-parole du gouvernement a réagi sur le propos de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans les Grands Lacs, Russell Feingold, au sujet du calendrier électoral et de la violation de la Constitution. Le Congo est un État souverain et pas un pays sous tutelle. Alors, nous entendons des discussions sur cela, comme s'il y avait parmi nous des gens qui remettraient en cause le fait que la République démocratique du Congo est un État souverain et pas un pays sous tutelle. Posez-leur la question, est-ce que dans leur entendement, nous ne sommes pas un pays souverain? Est-ce que dans leur entendement, nous sommes un pays sous tutelle? Et quand est-ce qu'on a voté cette mise sous tutelle? Quelle est la résolution où on nous a mis sous tutelle? Et de qui? On parle, mais ce que le président dit, c'est ça. Nous sommes un pays souverain, nous ne sommes pas un pays sous tutelle. Est-ce que c'est faux? On est partenaire. On n'est pas une conquête de qui que ce soit. Lambert Mende ne cesse de le répéter à chaque occasion qu'il ne faut pas prêter au président Kabila des intentions qu'il n'a pas. En termes clairs, tout ce qui se dit autour de l'article 220 de la Constitution et du devenir de Joseph Kabila en 2016 ne serait qu'un banal procès d'intention. Au demeurant, le ministre des Médias a conclu sur un ton incisif que le gouvernement de la RDC tirera toutes les conclusions qui s'imposent à l'égard de certains de ses partenaires pour qui des relations de respect mutuel et de vérité s'avèrent impossibles. Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, est revenu également sur les conclusions de la commission mixte entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville sur la question des expulsés de Brazzaville. Il dit qu'une commission d'enquête des experts sera mise sur pied qui fera toute la lumière sur les vraies raisons du retour massif de Congolais de Kinshasa, de Brazzaville, et de statuer sur le dérapage y afférent. Alain Kyuka, Blaise Lunda. Et je ne pense pas que nos homologues d'en face aient remis en cause ce chiffre, le fait que 130 000 Congolais de Kinshasa du Congo-Brazzaville vers le Congo-Kinshasa. Maintenant, c'est sur le statut de ces 130-là qu'il y a une divergence. Eux estiment que c'est sur les 130, seulement 2000 peuvent être considérés comme expulsés. C'est-à-dire la procédure normale, on vous arrête, le ministère de l'Intérieur vous donne un papier, on dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de rester au Congo, vous devez quitter le territoire ». Mais que la différence, 128 000 ou quelque chose comme ça, serait des gens qui, prenant peur en voyant la campagne qui a été lancée, en voyant le traitement qui était infligé à ceux qui sortaient, sont sortis de leur propre gré, c'est-à-dire contraints de sortir pour se mettre en sécurité chez eux. Nous n'avons pas estimé que cet argument était recevable. Est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce que parmi les autres là, il n'y a vraiment rien qui les a poussés à partir? Il n'y avait pas une sorte de campagne de terreur qui les a poussés, plus de 100 000 personnes comme ça, qui partent parce qu'on a arrêté 2000. Non, il y a des choses qui méritent d'être clarifiées.
Vous avez raison de poser la question. C'est pourquoi nous avons institué cette commission où nos experts et les leurs vont pouvoir se mettre ensemble pour déterminer les raisons pour lesquelles un si grand nombre est venu alors que le Congo-Brazzaville dit n'avoir chassé que 2000. Il y a des raisons. Nous devons absolument connaître ces raisons-là et tirer toutes les conséquences. Si des droits ont été violés, si des propriétés ont été extorquées, si des personnes ont été malmenées, etc., nous devons trouver des réponses à toutes ces questions. Un communiqué avant de poursuivre ce journal. La 18e communauté de l'Église du Christ au Congo, communauté évangélique de l'Alliance au Congo, remercie par la voix de son président représentant légal, le révérend Dr Justin Robert Mabiala Kenzo, le chef de l'État congolais Joseph Kabila, pour son implication dans la résolution du problème des expulsés de la RDC à partir de Brazzaville. Elle le félicite également pour la sagesse et la diplomatie mise en marche pour régler ces différends dans le but de préserver les liens d'amitié et de fraternité entre Kinshasa et Brazzaville. Ces remerciements s'adressent également au gouvernement de la République démocratique du Congo qui n'a ménagé aucun effort pour assurer un accueil et une prise en charge digne à nos compatriotes expulsés, ainsi qu'à son Excellence Jacques Mbandou, gouverneur du Bas-Congo, pour avoir décidé d'assurer le retour des expulsés ressortissants de la province dont la majorité provient de la 18e communauté ECC-CAC. Communiqué signé par le président représentant légal Justin Robert Mabiala Kenzo. Autre chose à présent, en vertu de l'article 28 et 9, alinéa 17 respectivement de la loi du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI et du règlement intérieur de cette institution, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a déposé ce samedi 7 juin 2014 son rapport annuel d'activité au bureau de l'Assemblée nationale. Laïne Mbongo nous en parle. Il était près de 9h30 lorsque les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, conduit par son président Abbé Apollinaire Malumalu, ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qu'entouraient tous les autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. À l'issue de l'audience, le président de la CENI a déclaré à la presse que le dépôt du rapport annuel obéit à une exigence légale qui veut que la CENI, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, présente son rapport annuel à la Chambre basse du Parlement à sa session de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire. La cérémonie d'entérinement des membres de la CENI a eu lieu le 7 juin 2013. Le 7 juin 2014, nous venons déposer notre rapport annuel. Qu'en est-il alors du contenu de ce rapport? Le président de la Commission électorale nationale indépendante précise. Ce rapport comprend 3 parties. D'abord, les activités réalisées et en cours de réalisation, le rapport financier, les perspectives et recommandations. D'autre part, après la publication du calendrier électoral, des réactions et des contestations ont fusé de partout. Qu'en pense la CENI? Il faut qu'on puisse bien connaître les tâches de chacun. L'établissement du calendrier, ce sont des prérogatives de la CENI et il en est ici partout dans le monde. Si une institution est chargée du calendrier, eh bien le calendrier est la somme de toutes les contraintes liées au processus électoral. Ce n'est pas question de dire est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre, c'est de savoir quelle est la faisabilité des élections, et la Constitution dit que c'est la CENI qui veille à la régularité du processus électoral. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que le scrutin à venir se fasse dans le délai. Toujours à l'Assemblée nationale, la proposition de la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif a été adoptée au cours de la plénière de ce vendredi 6 juin à l'Assemblée nationale. On retiendra que l'adoption de cette loi innove avec les procédures spécifiques devant le Conseil d'État. Laïne Bofando Mbungu et Blaise Lunda, reportage.
Le système judiciaire congolais issu de la réforme constitutionnelle de 2006, précise-t-on dans l'exposé des motifs de la proposition de loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif, institue une cour constitutionnelle, un ordre judiciaire et un ordre de juridiction administrative régis respectivement par des lois organiques prévues aux articles 153 et 169 de la Constitution. L'adoption de la présente loi à l'Assemblée nationale vient ainsi compléter l'arsenal législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. La loi organique apporte plusieurs innovations. Celle-ci concerne l'institution des sections consultatives à tous les niveaux des juridictions aux autorités des administrations actives. Elle concerne aussi les procédures spécifiques devant les conseils d'État, à savoir la cassation et la révision. Les nombreuses innovations apportées par ce texte de loi concernent également la mise en place d'une procédure de filtrage qui permet de le seuil d'écarter avec la garantie d'un recours pour les justifiables, les recours manifestement irrecevables ou infondés ou qui ne relèvent pas de manière évidente de la compétence des juridictions administratives. Sur la liste de ces innovations, l'on trouve encore le rattachement des juridictions administratives spécialisées, la Cour des comptes, organe disciplinaire des administrations publiques ou des ordres professionnels, aux juridictions de l'ordre administratif de droit commun, soit par voie d'appel quand le degré n'y est pas organisé, soit par voie de cassation. Dans la province du Kasaï oriental, la construction du stade Kachala Banzala n'est qu'une question de jours. L'annonce du début des travaux a été faite par le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, ce vendredi 6 juin 2014. Africa Mujinga nous en parle. Déterminé à construire sa province, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji vole au secours de la jeunesse du Kasaï oriental. Tenez, l'équipe de Sa Majesté Sangabalende Wabanjoniba Santou va évoluer dans les tout prochains jours dans ses propres installations, à l'instar d'autres clubs de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a justifié l'adresse de ce vendredi 6 juin 2014 du gouverneur de cette province à ses administrés. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple est-kassaïen. Depuis plusieurs années, que ce peuple était insulté de partout. Quand ces clubs vont jouer ailleurs, on les insulte, vous n'avez pas un stade, vous n'avez pas d'endroit où vous vivrez vos matchs. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés de, je dirais, de construire. Parce que qu'est-ce qu'on va réhabiliter ici? Rien n'est là, rien n'existe. Donc nous allons construire, reconstruire ce stade. Selon le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, le futur stade de Sa Majesté Sangabalende aura 10 000 places assises dans le pourtour, 600 dans la tribune centrale et 200 dans la tribune d'honneur, avec une capacité d'accueil de plus ou moins 11 000 places. Il convient de rappeler que ces travaux de construction dureront 5 mois et coûteront plus de 3 400 000 $ américains. Retour à Kinshasa, après 2 semaines d'absence, Jean-Louis Mia Swekama revient avec sa rubrique phrase de la semaine. Il nous amène dans les coulisses de la primature. Suivez. Il y a des visites qui restent mémorables à la primature. L'image, ce sont ces 354 élèves de 5 écoles à l'hôtel du gouvernement. Il y a des gestes comme des cadeaux. Et nous avions pensé à vous remettre ce cadeau en signe de notre pays, la République démocratique du Congo, de la part de l'école épée Monseigneur Bokiliali. Scolaire et loup pour votre gentillesse. Merci. Le moment de se quitter arrive. Je vous souhaite une très bonne visite à la primature. Mais il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. C'est quoi? Une question? Oui, posez la question. D'où les questions. Excellence, quelle est votre devise en tant que chef du gouvernement? Et la réponse. Ma devise c'est 1. Dieu. 2. La famille. 3. Le travail. Le Premier ministre se laisse attendrir par les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Moi je vais alors travailler. Je vais vous laisser aller dans le jardin. Dans le jardin de la primature. L'année prochaine, on va se revoir. Voilà. Vous dites?
Vous ne m'avez pas vu? Non. Bon, venez dans le jardin. Je vous amène dans le jardin alors. Même les plus petits ont bien appris la leçon. On nous a donné le conseil d'aimer Dieu, la famille et le travail. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et voici le bonus du phraseur de la semaine. Il y a des images comme celle du Premier ministre avec les élèves du complexe scolaire Les Pionniers. Et leur conversation est très footballistique. Donnez-moi, c'est pour moi, non? Voilà, merci beaucoup. Qui aime Ronaldo ici? Moi! Pas moi. Messi. Et Benzema. Mais avec une nuance, Matatienne. Je crois que vous suivez le football, hein? Oui. Et avant de devenir grand joueur, il faut d'abord devenir Premier ministre. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Mary Robinson, a un sujet sur les lèvres. Pour nous, l'accord cadre de 24 février de l'année dernière, c'est un accord cadre de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement. C'est dans l'accord cadre la coopération économique. À la primature, les grosses têtes de France Média Monde ont la côte. C'est-à-dire que de temps en temps, ça frotte un petit peu, et puis, mais malgré tout, au total, nous sommes des porte-voix de la RDC dans le monde, puisque France 24 est présente sur tous les continents dans 256 millions de foyers, et que RFI compte aussi des millions et des millions d'auditeurs partout dans le monde. C'est aussi un porte-voix mondial pour la RDC. Donc France Média Monde, vous savez, on a un cahier des charges. Le premier article, c'est que France Média Monde est indépendant de tous les gouvernements. Pas du monde entier, et y compris du gouvernement français. Il y a des mots qui marquent la semaine française. C'est donc maintenant qu'il faut venir investir en République démocratique du Congo, car les bonnes affaires se font avec ceux qui savent s'élever tôt. Le Premier ministre à l'aéroport de Njili pour visiter les chantiers. C'est la 3e fois en moins de 3 mois. L'aéroport d'Njili se modernise. En attendant l'érection de l'aérogare moderne aux dimensions de notre grand pays. Il y a un aérogare, en tout cas modulaire, mais aux standards internationaux. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, de petites phrases, d'images et de mots. Merci Jean-Louis Miaswekama. Il s'est tenu ce samedi 7 juin 2014 en la salle de fête Le Siège dans la commune de Kasavubu, une rencontre de tous les membres de l'ONG Union de Jeunes pour le développement du Congo. Ensemble, ils ont tablé sur l'organisation du festival d'échanges culturels, allais-je dire, prévu au mois de juillet 2014 à Kinshasa. Lila Ndani, reportage. L'Union des jeunes pour le développement du Congo, IGEDEC, s'occupe de l'encadrement de jeunes congolais depuis sa création en 2004. Et cette année, l'ONG annonce la tenue de la 2e édition du festival Art City dénommé Jumelage Échange Culturel India-RDC. Le festival s'appelle Festival Art City. Art City qui est un concept de l'IGEDEC créé dans le but de pouvoir encadrer les jeunes talents, ceux qui ont le talent naturel, qui manquent de l'encadrement. L'Art City va maintenant sera organisé pour la 2e fois. Patou Kikongo, président de cette ONG, a souligné l'importance de l'événement. Il explique. La première édition a consisté à relever le jeune talent, les talents qui ne sont pas encadrés pour que un jour que ces jeunes gens puissent devenir utiles à la société. Le festival débutera le 9 juillet et se clôturera le 31 juillet 2014 à Kinshasa.
Il s'est clôturé aujourd'hui, samedi 7 juin, l'exposition des œuvres d'art pour les étudiants de peinture au sein de l'Académie de Beaux-Arts. Ces journées portes ouvertes qui s'étaient déroulées du 5 au 7 juin avaient pour but de mettre à niveau les étudiants et les débarrasser de tout complexe face à leurs encadreurs. Nous y reviendrons avec force détail. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Al-Hilal du Soudan face à l'association sportive The Club de la République démocratique du Congo, un match de la 3e journée de la Ligue de champions de la CAF dans la phase de poule. Suivez plutôt les réactions des amateurs de football à Kinshasa quant à cet événement. Reportage de Ndaye Ilambwechi et Mathieu Ngadi-Pouvi. En tout cas, dans ce pays mingi équipe Nabiso avec club qui bien lobby Pesibiso et Sengomingi na modèle auto mona qui a betaki to ce pays mingi na ndenge coach alinia qui na consigne na pesaki on a vu que ezaki respecté en moni to zaki victoire wana pour na oetikali suite à compétition toujours c'est vraiment une très bonne préparation à Malamu. Tout mes canons rota à moi Berrero et Zali et ce équipe qui Nathan Libanda à Moka pour nous préparer pendant un mois ou deux en auto bengango à trêve en attendant Coupe du Monde ici là. Donc équipe ce s'est préparé Libanda donc ça a bien mini collègue. Bon pour la monaki match c'est un peu compliqué mais selon système de jeu na biso na terrain tout le monde c'est facile à gagner. Mais l'autre 5 ans nous avons na 9 pour pointer. Mais pour ça, parlons foot, le jour sont à compter au bout du doigt pour le début de la Coupe du Monde Brésil 2014. Mais cette fête du ballon rond manquera quelques stars, les unes par la non-qualification et les autres par blessure. Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopo vous présentent ici quelques absents. Suivez. Nous sommes en pleine fièvre de la Coupe du Monde Brésil 2014, mais une compétition que certains n'auront pas la chance de participer. Que ce soit à cause d'une blessure malvenue ou de la non-qualification de leur pays, ils sont nombreux, les grands noms du football, à manquer les grands rendez-vous brésiliens. Certains ne seront pas au pays de Dilma Rousseff en raison de l'échec de leur formation en qualification. La Coupe 2014 se jouera sans les Suédois du PSG, Zlatan Ibrahimovic, et les Gallois du Real Madrid, Gareth Bale. Leur immense talent en solo et leur précieux apport en sélection n'auront pas été suffisants. Touché dans son orgueil, le Parisien estime qu'une Coupe du Monde sans lui ne mérite pas d'être suivie. La liste des absents s'allonge nettement si l'on y inclut le joueur qui était prêt à revêtir leur tunique nationale mais qui ont été victimes de la poisse. La situation la plus douloureuse est peut-être celle du monégasque Radamel Falcao qui s'apprêtait à disputer la première Coupe du Monde de sa carrière. Le 23 janvier, l'attaquant colombien a été victime d'une grave blessure au genou. 2 autres stars au sommet de leur art seront réduites à supporter leurs coéquipiers depuis leur canapé. L'ailier de Gunners d'Arsenal, Théo Walcott, et les gardiens de Blaugrana, Victor Valdés, se sont blessés tout seuls, sans contact avec un adversaire. L'Italie a subi un coup dur avec la fracture tibia-péronée de Riccardo Montolivo. La Croatie a été victime d'un triple coup du sort puisque le sélectionneur Niko Kovac devra faire sans Ivan Strinic, Ivo Ilisevic et Niko Kranjkar. Les nations africaines n'ont pas été épargnées non plus. Le Cameroun a perdu son puissant attaquant Pierre Webo, la Côte d'Ivoire Lassina Traoré et les Black Stars du Ghana Jerry Akaminko. On ne pourra pas clore cette liste sans citer les noms de Steve Mondanda, Christian Benteke, Oldjeba Tsuber, l'emblématique Carles Puyol suite à des blessures à répétition. Ainsi donc, tous les meilleurs joueurs du monde ne seront pas au pays de la samba. Terminons ce journal avec la marche de santé organisée par l'ADR, la Ligue des femmes de l'ADR a effectué ce samedi une marche de santé du boulevard Triomphal jusqu'à la Fikine. Les marcheuses ont été rejointes par le président de l'ADR, François Mwamba. Suivez ce reportage de Précieux Mangozaï.
Samedi matin, la place Triomphale est prise d'assaut par des marcheurs d'un genre particulier. Il s'agit de la Ligue des femmes de l'Alliance pour le développement et la République ADER. La marche de santé, qui est devenue un sport prisé par les Quinois, surtout les week-ends, a débuté à la place Triomphale sur le boulevard du même nom, avec pour destination la foire internationale de Kinshasa-Fikine. 3 km et 1h30 de marche à pied plus tard, les marcheuses de la Ligue des femmes de l'ADER, qu'accompagnaient quelques messieurs, arrivent au jardin béni, une terrasse à l'intérieur du motel Fikine, ces immeubles de logement qui entourent la foire internationale. Les marcheuses sont rejointes un peu après par le président de l'ADER, François Mwamba, qui était accompagné de son épouse Françoise Mwamba. La santé, selon Mwamba Tchishimbi, pour parler de cette marche, est aussi garantie par un cadre de vie général assaini, autrement dit, un État à l'écoute des citoyens. Un objectif que la RDC doit atteindre en surmontant divers et nombreux écueils qui jonchent son chemin vers le développement et la République. Ces objectifs correspondent avec ceux de l'ADER. Voilà pourquoi le président de ce parti politique n'a jamais ménagé ses efforts sur les fronts politiques et diplomatiques. Selon François Mwamba, les discussions de Kampala n'étaient qu'une bataille dans la longue guerre pour la souveraineté de la RDC. Et ces combats ne pourra être réussi qu'avec des citoyens mobilisés, conscientisés et en bonne santé. Vous avez suivi vous avez reconnu sûrement la voix de John Ngombois dans ce reportage. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi, vous qui l'avez suivi à partir de Mbujimaï en clair grâce à KHRT. Merci de votre fidélité à votre chaîne de référence. Bonne suite de programme.